Bonjour à tous, donc je m'appelle Julien Lecomte, oui effectivement je travaille à la délégation régionale de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse à Montpellier. D'abord je vous prie d'excuser ma directrice Karine Bonassina, hein, qui devait intervenir aussi ce matin, mais elle est sur un travail de coopération au Maroc en ce moment, et c'est pas anodin parce que bon, peut-être que finalement le Maroc dans une certaine mesure est un peu en avance sur nous quant aux effets du changement climatique. J'avais prévu de foncer peut-être un peu bille en tête et vous assommer d'acronymes hein, sur la politique de l'eau en France. Alors je vais sûrement le faire, mais je pense que l'objet aujourd'hui c'est sans doute de prendre aussi un peu de recul sur les questions. Et puis du coup je remercie beaucoup l'invitation, je salue l'initiative hein, de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier pour ce sujet. Donc on m'a demandé d'intervenir sur les limites de la ressource en eau. La première chose, c'est peut-être une petite illustration pour rappeler que l'eau de la Terre, hein, en tout cas l'eau douce, la totalité de l'eau, y compris salée, elle est dans la grande sphère. L'eau douce, elle est dans la petite du milieu. Et l'eau des lacs et des rivières, c'est la toute petite bille qui est juste en dessous, donc on se partage à 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Donc oui, c'est une ressource qui est limitée en quantité par rapport aux usages dont on a besoin, pour nous et pour les milieux. Ceci dit, c'est quand même une ressource qui circule. Hein. Donc il y a le grand cycle de l'eau, donc elle est en circulation dans l'atmosphère, dans le sous-sol, dans les océans. Elle s'évapore aussi beaucoup. Et en fonction du compartiment dans lequel elle se trouve, cette ressource elle va pouvoir se renouveler plus ou moins rapidement. Donc c'est aussi une ressource renouvelable. Maintenant, si on doit faire un bilan de où on en est de notre consommation à l'échelle globale, hein, vous avez des chiffres globaux là, par rapport à la ressource qui est accessible par prélèvement de manière durable sur une année, eh bien, évidemment, moyennant toutes les difficultés de faire cette estimation, on voit qu'on se rapproche quand même finalement du point limite. On est à la limite de ce qu'on peut prélever actuellement de manière durable sur un an par rapport à la ressource disponible. Les deux grandes flèches, c'est les incertitudes en termes de connaissances. Donc ce petit préambule étant fait, on peut rentrer sur le territoire français. Donc je vous ai dit, je travaille pour l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Vous savez peut-être ou sans doute hein, que la gestion de l'eau en France, elle est organisée depuis 1964 par Grand Bassin Hydrographique. Donc vous les voyez ici, hein, les 6 du territoire métropolitain en tout cas. L'idée c'est que une goutte qui arrive sur le territoire, par exemple du Rhône Méditerranée-Corse, si elle arrive dans les Alpes, elle va s'écouler et elle va déboucher sur la Méditerranée. Le rôle des agences de l'eau, c'est de percevoir un impôt auprès des usagers de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle des redevances auprès de l'ensemble des usagers de l'eau. On prélève cet impôt et chaque euro prélevé est réinvesti pour mener à bien les politiques de gestion de l'eau, pour contribuer, financer en gros hein, les initiatives de l'ensemble de nos partenaires sur les territoires dans le sens de la bonne gestion de l'eau. Les budgets, il faut quand même les avoir en tête. Hein. En France, c'est 12 milliards d'euros qui peuvent être investis de cette manière-là entre 2019 et 2024. Et sur notre bassin, c'est 450 millions d'euros par an. Il y a un petit point que je souhaite aussi souligner, c'est que l'agence de l'eau est bien un établissement public de l'État. Mais on a une gouvernance qui est relativement particulière. Hein. L'ensemble des décisions stratégiques de l'agence, elles sont prises par un parlement de l'eau qui siège à Lyon et qui a des antennes aussi localement. Donc qui associe des collectivités, des représentants de l'État et des usagers, de chacun des usages productifs, associations, etc. Donc il y a je crois que c'est 165 personnes qui définissent nos missions
qui définissent en partie le montant de l'impôt et qui définissent aussi de quelle manière, quelles sont les règles pour nous d'intervention financière sur les territoires. Alors, il s'est passé quelque chose de très important depuis 1900, enfin il s'est passé beaucoup de choses importantes depuis 1964, mais en particulier en 2000, on a eu la directive cadre européenne sur l'eau, qui a imposé à l'ensemble des États de l'Union européenne d'atteindre ce qu'on appelle le bon état des masses d'eau à l'horizon 2027. Donc depuis ce temps-là, finalement, on est dans une démarche au niveau des agences, dans une démarche de planification écologique pour le retour à ce bon état des masses d'eau. Alors je vais passer un petit peu de temps, alors c'est des concepts, mais je voudrais les rendre un peu plus concrets. Le bon état, c'est quoi? Alors dans les textes, c'est une eau qui est en qualité et en quantité suffisante pour assurer un fonctionnement durable des écosystèmes naturels et satisfaire les usages humains. Donc il y a vraiment ces deux composantes. Donc évidemment, ce qui saute aux yeux, en particulier 2022-2023, c'est le fait qu'on n'arrive pas toujours à satisfaire les usages humains. On a eu des milliers de foyers qui ont, malgré tous les efforts qui ont pu être faits, qui ont été privés d'eau, notamment dans notre région cet été. On a, voilà, vous avez une photo là du plateau Cerdan dans les Pyrénées-Orientales en août 2023 où il n'y a plus d'herbe pour les pâtures. Et vous avez une grappe de vin là, qui a souffert de la sécheresse ou de la chaleur. Donc ça, c'est vraiment la phase visible qui probablement contribue à ce qu'on se réunisse aujourd'hui. Ce qui est important, c'est aussi que l'ensemble des aménagements qu'on fait pour mobiliser l'eau ou pour circuler, pour construire, etc., a non seulement un impact sur la manière dont on va pouvoir avoir accès à de l'eau en été quand il en manque, mais aussi beaucoup d'impact sur des événements extrêmes. Donc voilà, par exemple, là on est le 16 septembre à Saint-Martin-de-Londres. Faut bien comprendre que les précipitations sont intenses, qu'on a des surfaces qui sont beaucoup imperméabilisées, des sols qui ne sont pas trop à même de retenir l'eau. Et donc on a des événements un peu catastrophiques. Et ils sont donc en lien avec l'aménagement, notamment des cours d'eau. Et puis le dernier point, qui est j'aimerais bien aussi essayer de rendre un peu plus concret, c'est que cette eau, on parle souvent de l'usage des besoins pour les milieux naturels. Donc c'est le fameux débit réservé dont on a parlé tout à l'heure. Alors ce qui est relativement concret, c'est qu'on est actuellement dans une phase d'effondrement de la biodiversité qui est absolument massive à l'échelle globale. Et qu'est-ce qui est très concret, c'est que en fait, plus les milieux sont fragilisés en termes de biodiversité, plus ils sont vulnérables en fait aux espèces invasives notamment, qui vont accélérer encore davantage, appauvrir encore davantage le milieu. Et donc c'est en partie pour ces raisons qu'on a le moustique tigre que vous voyez là-haut, le frelon asiatique que vous voyez en dessous, l'écrevisse américaine en haut à droite, qui pour certaines peuvent être des espèces qui transportent des maladies, qui appauvrissent encore davantage le milieu et qui ont aussi un coût pour la collectivité parce qu'on lutte de manière très 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 importante contre ces espèces par des travaux, par exemple de débroussaillage. Là, vous avez de l'élante aussi, la plante qui est au milieu, qui est extrêmement invasive et qu'on voit partout ici actuellement. Donc ceci étant dit, la deuxième limite dont on a parlé, la première limite elle était quantitative, c'était la petite bille. La seconde limite, elle est quelque part pour nous, en plus, en tant qu'agent de l'État, elle est réglementaire. Parce que cette directive cadre européenne dont je vous parlais tout à l'heure, elle s'impose à nous, elle nous impose d'atteindre 68% de masse d'eau en bon état écologique et quantitatif notamment en 2027. Sans quoi on va tous payer des pénalités potentiellement à l'Europe pendant quelques années. Alors là aujourd'hui vous avez une carte du bassin où tout ce qui n'est pas vert ou bleu est en état moins que bon. Et globalement sur le bassin on est à 49% des cours d'eau qui doivent encore être... disons 51% qui ont atteint un bon état.
Donc la marche qui reste à franchir est quand même assez encore importante. Alors on va rentrer peut-être un peu plus sur l'aspect quantitatif, parce que du coup, l'aspect quantitatif est un des aspects très importants, mais un des aspects importants de l'atteinte du bon état, parce qu'on a besoin d'eau pour les milieux notamment, et pour les usages. Alors là, vous avez une petite chronologie de l'année 2023, où vous voyez les arrêtés sécheresse qui ont été pris. Donc vous voyez qu'on est en vigilance renforcée, voire en crise dès le printemps sur certains territoires. Et on l'est encore à l'heure où je vous parle. Hein. Vous voyez la carte de ce matin là, que j'ai sortie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il n'y a pas assez d'eau pour les usages et pour le milieu. Et donc on prend des arrêtés qui viennent restreindre les activités humaines. Donc c'est extrêmement pénalisant. Hein. La situation elle est gravissime hein, pour l'agriculture dans certains secteurs. On l'a vu tout à l'heure aussi pour des usages récréatifs, pour des usages de collectivité. Et dans le même temps, ce qu'on observe, c'est qu'on a des cours d'eau qui peuvent être à sec. Donc c'est des points rouges sur les trois cartes d'en bas. Donc vous voyez la situation en 2021 qui était une année humide. Vous voyez 2022 où le problème il était quand même un peu moins chez nous que dans le reste du bassin, mais en 2023, on était quand même un peu plus dans le dur. Alors tout ça, bon, ça je passe très rapidement, mais ça, ce sont nos documents de planification qui nous disent, partout où c'est marron ou jaune, il y a des actions à mener pour rétablir les équilibres quantitatifs. Donc autant vous dire que voilà, le territoire est intégralement couvert. Quelle a été la politique et les actions qui ont été menées donc, sur ce territoire pour résoudre cette question? Alors là, je vais peut-être pas être capable de rentrer dans les détails très locaux hein, à Montpellier. Par contre, ce que je peux vous faire, c'est rappeler un peu l'historique. Donc entre 2009 et 2015, il y a eu une entreprise absolument exceptionnelle qui a été faite dans énormément de territoires en France et la plupart des territoires du versant méditerranéen de l'Occitanie. Ça a été d'estimer justement les fameux débits qui sont à laisser dans les cours d'eau, dont on a parlé tout à l'heure. Et on s'est aperçu que les prélèvements que l'on fait en amont de ces cours d'eau étaient dans la plupart des situations trop importants. Donc on a essayé de calculer quels étaient les volumes réellement prélevables pour l'ensemble des usages sur chacun des bassins versants. Donc les situations elles sont très très différentes hein, d'un bout à l'autre de la région, mais en global, si on doit retenir un chiffre, on est qui vaut ce qui vaut, hein, parce que c'est quand même des questions. C'est plus des objectifs qu'il faut avoir en tête, hein, et des ordres de grandeur. Mais on a plus de 80 millions de mètres cubes de déficit sur l'ensemble du versant méditerranéen d'Occitanie. Qu'on peut, voilà. Et d'ailleurs, je vous remercie hein, pour avoir fixé un peu des ordres de grandeur tout à l'heure. Ça aide aussi un petit peu à comprendre les rapports de nombres. Ce qu'on peut avoir en tête aussi, c'est les prélèvements qui sont connus aujourd'hui sur la région. Donc vous voyez que 80 millions de mètres cubes, c'est pas du tout négligeable hein, par rapport aux millions de mètres cubes par usage qui sont affichés ici à gauche. Donc là, en 2015, tout le monde avait fait ce travail sur le territoire, notamment les syndicats de bassin. Entre 2015 et 2019, il y a eu là encore un effort considérable hein, de concertation et de planification dans les territoires. On a mis en place des projets de gestion de la ressource, des plans de gestion de la ressource en eau qui sont devenus des projets de territoire pour la gestion de l'eau. Je vous avais parlé d'acronymes, mais là on est en plein dedans, donc des PTGE, vous retenez ça. L'idée, c'était justement, on avait identifié les volumes déficitaires sur chacun des bassins, et on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on va réussir à faire des économies pour retourner à l'équilibre? Donc ça, c'est quelque chose qui a été engagé, donc je vous disais, hein, entre 2015 et 2019, et qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année prochaine, voire 2025 pour certains territoires. On va essayer d'aller au bout des objectifs et des programmes qu'on s'est fixés. Juste
Pareil, pour ordre de grandeur, pardon, c'est 300 millions d'euros qui ont été engagés sur les territoires sur ce sujet-là, dont financés à 50% par les agences de l'eau. Donc ça veut dire que le reste est financé par d'autres institutions et aussi en autofinancement par les usagers. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de travaux d'économie d'eau. Enfin, on a accompagné beaucoup de travaux d'économie d'eau qui ont été portés par des collectivités, par des acteurs agricoles, en faisant de la modernisation de réseaux d'irrigation, c'est-à-dire passer, par exemple, de canaux d'irrigation à des réseaux sous pression, qui sont un peu mieux maîtrisés, boucher des trous, résorber des fuites, sur des réseaux aussi d'eau potable, donc qui permettent d'arriver aussi à des niveaux de rendement exceptionnels, comme à Montpellier. On a aussi fait des travaux de substitution, c'est-à-dire que là, dans les endroits où on prélevait dans des ressources qui étaient vraiment trop faibles, on s'est dit, on a essayé d'arrêter le prélèvement dans ces ressources-là pour aller chercher des ressources plus abondantes ou plus sécurisées. Et puis voilà, beaucoup d'études, beaucoup de diagnostics et d'animation aussi sur les territoires. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet dans les diverses instances du territoire. Le bilan, il est en cours, mais bon, clairement, il va être important, hein, mais on peut déjà dire qu'il va être en demi-teinte. Hein. Parce que bon, les économies brutes ont été, encore une fois, les efforts ont été vraiment considérables, mais si vous vous rappelez l'état de l'année 2023, on est quand même encore dans des situations, malgré ça, vraiment critiques. On n'est pas sûr de pouvoir garantir que les économies qu'on a faites vont durer dans le temps. Et puis, du coup, les déficits, en pratique, dans les territoires, quand on mesure les débits des cours d'eau, ben, on ne les atteint pas toujours. Enfin, les débits minimums. Et le contexte, c'est qu'on a aussi clairement, hein, et puis ça s'est vu en 2022-2023, qui ont été des années quand même particulièrement difficiles sur le plan météorologique. Eh bien, on a un changement climatique qui est clairement en train de s'accélérer, notamment sur le plan des températures, qui va avoir pour effet d'augmenter la demande évaporative des plantes, et donc en particulier, c'est un souci pour l'agriculture. Et dans le même temps, des précipitations qui, en été, ont quand même des tendances assez certaines, hein, à la diminution, et avec elles, les débits des cours d'eau qui vont aussi diminuer fortement en été. Donc, c'était pas très optimiste jusqu'à maintenant. Ceci dit, on est à un moment où il est encore temps de faire beaucoup de choses. Donc la question aujourd'hui, c'est vraiment de préparer l'avenir. Donc il y a plusieurs possibilités, évidemment. Voilà, je voudrais revenir peut-être sur trois aspects qui sont très très médiatisés. Hein. Donc c'est effectivement le fait de pouvoir se poser la question de ressources supplémentaires ou complémentaires. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher davantage de ressources, ou est-ce qu'on va pouvoir aller chercher des ressources qui sont plus sûres pour abandonner celles d'aujourd'hui? Donc on va prendre trois petits exemples. Ben, le premier, c'est le Rhône. Là, on est à Beaucaire. Donc c'est l'endroit où on prélève de l'eau du Rhône pour alimenter notamment Montpellier et puis jusqu'à Béziers aujourd'hui. Alors c'est évidemment Narbonne. Évidemment c'est le fleuve le plus puissant de la Méditerranée. Hein. Néanmoins, c'est aussi un fleuve dont on a constaté que le débit d'étiage avait diminué déjà de 13% depuis 60 ans, et pour lequel on s'attend à une baisse de débit supplémentaire de 20% en été, à l'étiage au mois d'août d'ici 2050. Aujourd'hui, on est à 15%, on prélève en été l'équivalent de 15% du débit du fleuve. Cette empreinte sur le débit estival du fleuve, elle pourrait dépasser les 30% une année sur 5, donc 6 années sur 30 en 2055. Donc on parle de ce fleuve-là, hein, 30% de ce débit, mais à l'étiage. Un deuxième exemple, dont on parle aussi beaucoup, et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, hein, c'est la réutilisation d'eau usée traitée, ou plus largement d'eau non conventionnelle ou d'eau de pluie.
Alors c'est une solution qui est fortement encouragée, hein, fortement portée politiquement, et qui vraiment peut résoudre un certain nombre de problématiques localement, pour autant qu'elles viennent en substitution, pour le coup, d'un usage existant. Si c'est pour faire du développement de nouveaux usages, bah ça restera quelque part finalement aussi un nouveau prélèvement. L'autre problématique qu'on peut avoir sur ce sujet-là, c'est que bien souvent, le débit qui est en sortie de ces stations d'épuration, pour certains endroits, il va contribuer très, très fortement, voire majoritairement, au débit des cours d'eau. Donc globalement, on a des situations où ça va être très favorable, notamment sur le littoral, et d'autres situations où ça sera tout simplement pas possible vis-à-vis de l'atteinte du bon état. Et puis le dernier point sur lequel je peux dire un petit mot, c'est le stockage de l'eau. Donc on a déjà un certain nombre de retenues qui existent sur le territoire, sur lesquelles on peut encore améliorer la manière de gérer et répartir l'eau, qu'on pourrait aussi mieux utiliser. Il y a des endroits, de la même façon, au cas par cas, il y a des endroits où ça pourrait être pertinent de stocker un excédent d'eau à un moment donné, ou pour le redistribuer. Mais encore une fois, c'est des aménagements qui ont quand même un impact aussi sur les milieux qu'il faut réfléchir. Alors après, le point commun quand même de ces trois exemples, c'est que c'est des ressources qui ont du potentiel, au cas par cas, localement, à étudier, mais qui ont aussi des limites. C'est des coûts qui peuvent être importants pour la plupart de ces solutions. Et puis il y a ce qu'on appelle des risques de regret et de maladaptation qui sont réels aussi par rapport à ça. Ça veut dire quoi concrètement? Regretter, ça voudrait dire qu'on part pour des investissements qui sont importants, et dans un contexte on ne sait pas de quoi va être fait le climat demain, on ne sait pas de quoi vont être faits les usages, est-ce qu'on aura fait les bons choix aujourd'hui, sachant qu'ils vont nous engager sur des dizaines d'années, quoi. Et ce qu'on entend davantage par le côté maladaptation, c'est que apporter de l'eau à des usages qui en ont besoin, c'est aussi quelque part, ça peut, si un encadrement manque, un accompagnement manque, ça peut être une façon aussi de ne pas se poser des questions de sobriété. Donc c'est pourquoi on a aussi, au-delà de l'apport d'eau supplémentaire, on a tendance, du côté de l'agence, à privilégier ce qu'on appelle par exemple, vous entendrez les solutions fondées sur la nature. Donc là, j'essaie d'en donner deux exemples en contexte urbain et puis en contexte plus rural. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, l'eau de pluie, elle est utile là où elle tombe, grosso modo, et elle est utile aussi en agriculture, en particulier quand elle est dans le sol. Donc ici, vous voyez en ville, peut-être réapprendre à vivre et faire des aménagements en conséquence, pour que l'eau ici puisse s'infiltrer, puisse abriter des îlots de fraîcheur aussi, puisse jouer un rôle aussi dans le ruissellement, dans la prévention contre les inondations. Donc c'est quelque chose de systémique. Puis là, en côté agricole, on est dans les coteaux du Layon, je crois. Donc c'est des aménagements en terrasse, tout simplement, sur de la vigne. Encore une fois, d'autres solutions qui sont peut-être un petit peu provocantes là, mais en termes d'usage d'eau potable, je crois qu'on est à 25%. Quand on tire une chasse d'eau, ça représente à peu près 25% de la consommation d'eau d'un foyer. Donc il y a des solutions techniques qui fonctionnent très bien, dont des entreprises qui sont à Montpellier d'ailleurs sur ce plan-là. En termes de sanitaire sans eau. C'est un exemple, encore une fois. Je ne saurais être exhaustif sur la quantité de solutions qui existent. Et puis, côté agricole, on peut se poser la question à très très long terme d'adapter des solutions, d'adapter les cultures à des milieux extrêmement arides. Donc ça, c'est un figuier de Barbarie dans l'Aude, sur des parcelles d'un vigneron qui se diversifie. Et là, pour aller encore un petit peu au-delà, vous avez une petite assiette de pois chiches là,
mais c'est simplement pour dire que voilà, c'est une culture qui a le potentiel d'être relativement sobre, notamment en eau, en intrants aussi, qui est bénéfique pour les sols parce que c'est une légumineuse. Et ça veut dire que ça implique aussi notre alimentation. Donc quand on parle de ces sujets-là, on parle d'absolument tout le monde. Et du coup, si voilà, j'ai le temps de conclure. Bien sûr. Donc les solutions existent, elles vont être technologiques. On a la chance aussi d'être sur un pôle d'excellence ici en la matière à Montpellier. Elles vont être dans des changements de comportement, elles vont être dans des changements de façon d'habiter notre territoire, parce qu'on est vraiment dans des situations qui peuvent être parfois critiques localement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années qui viennent, on va avoir un gros besoin de dialogue, de concertation, de cohésion, de solidarité probablement aussi, pour prendre les bonnes décisions, pour prendre des décisions bonnes, parce qu'elles vont nous engager pour des dizaines d'années à venir, parce que c'est des gros investissements, parce que c'est des gros changements à faire et à accompagner. Et ça, c'est des choses qui vont se faire 2024-2025 dans ce qu'on appelle les PTGE. Je vous remercie. Merci beaucoup Julien.